Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette heure si critique du déjeuner. Donc on va vous présenter ce midi le projet chez BetClick qui a été de refondre les applications mobiles. Donc pendant ces retours d'expérience, on va aborder tous les points qui peuvent être abordés quand vous travaillez sur un projet mobile, c'est-à-dire sur la partie technique, sur la partie produit, mais aussi sur l'organisation et la façon dont on l'a fait. Moi c'est Camille et je suis chef de projet du coup de l'équipe mobile. Bonjour à tous, moi c'est Pierre et je suis PO sur les apps iOS et Android chez BetClick. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, je suis arrivé en tant que lead Android chez BetClick en mars. Alors, déjà, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui jouent sur BetClick? Pas de joueurs? Ah. Bon, on n'a pas de joueurs ni de fans de sport, mais c'est pas grave, je vais présenter rapidement BetClick. Alors BetClick, c'est le leader français des paris en ligne. On a aussi des marques dans les pays nordiques. On est aussi présent dans le marché du casino, alors pas en France. Et on a aussi une marque de poker. Alors, comme j'expliquais rapidement tout à l'heure, on va vous présenter sous un ordre chronologique la façon dont ça s'est déroulé. Donc on va commencer par l'état des lieux et les raisons pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de changer, de passer sur une nouvelle façon de travailler, sur une nouvelle technologie. On va vous présenter le travail qui a été fait côté produit, de repenser et de réexplorer une nouvelle façon de faire. Comment mettre en place un changement aussi important sur une organisation aussi grosse, parce qu'on est quand même une grosse société. La façon dont on l'a fait, donc en termes d'organisation mais aussi en termes techniques et tous les outils qu'on a utilisés. Les premiers retours utilisateurs qui sont la base de notre travail aujourd'hui. Et voilà, les retours qu'on en a appris et qu'on veut partager avec vous parce qu'on pense qu'ils sont vraiment très importants sur le déroulement d'un projet. Donc l'état des lieux, on est en été 2016 et on n'est pas bien. Il y a 2 ans, on a commencé un développement sur Xamarin. Donc la promesse de Xamarin, c'était d'avoir un code qui générait du coup les 2 applications, iOS et Android. BetClick qui est historiquement un partenaire Microsoft, donc avec beaucoup de développeurs C#, .NET. On a vraiment tous les atouts qui sont orientés pour se diriger vers Xamarin. Alors, donc on avait vraiment une organisation qui était faite, on va dire en termes techniques, qui était très propice à tester Xamarin, sachant que c'était quand même un projet qui était beaucoup poussé par la communauté. Alors, dès le début, on avait quand même une configuration qui était risquée parce qu'on n'avait pas de développeurs qui étaient spécialisés dans le mobile. Donc on a eu des développeurs back-end qui se sont lancés dans le développement d'applications mobiles sans avoir nécessairement la formation ou les connaissances d'une plateforme mobile. Et les contraintes sont vraiment différentes. Et le petit schéma illustre très gentiment l'idée. On a des contraintes qui sont très différentes et on ne peut pas s'improviser développeur mobile du jour au lendemain. Et il y a une vraie approche à apprendre. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie partie qui est importante quand vous travaillez sur du mobile, de faire attention à bien former les personnes sur cette plateforme. On a aussi appris avec le recul que Xamarin, au moment où le projet a été démarré, n'était pas encore mature. C'est-à-dire que les outils n'étaient pas encore stables. On avait à chaque fois qu'il y avait une mise à jour des OS, des gros problèmes de mise à jour sur les outils Xamarin. On avait aussi des problématiques de développement où des choses n'étaient pas encore disponibles sur Xamarin. Donc BetClick a été un des premiers colons sur Xamarin et en partenariat avec Microsoft, on a beaucoup travaillé sur cette techno. Du coup, en plus d'avoir fait ces choix techno, il y a aussi eu en fait une organisation en fait qui de base était propice à ce qu'on réalise une bonne application, parce qu'on a voulu mettre dans le projet les compétences de tous les différents métiers qui existent chez BetClick. Ça peut être de la régulation comme du trading pour les cotes, etc. Le problème en fait que ça a causé, c'est que les équipes étaient réparties sur 3 pays, donc ce qui entraînait en fait des problèmes de communication et notamment via un manque de documentation, de communication. Donc il y a vraiment eu des malentendus et des mésententes entre les différentes équipes. Un autre point,
qu'on peut citer, c'est aussi le manque d'industrialisation d'une appli mobile. Quand je parle d'industrialisation, l'exemple typique qui montrait qu'il y avait vraiment un problème, c'était que avec Xamarin, le build était compilé en France et ensuite on l'envoyait à une autre équipe située dans un autre pays pour la signature avant la soumission sur le store. Ce process a plusieurs fois échoué et donc à chaque fois il fallait recommencer, ce qui entraînait encore des problèmes de longueur et de communication. De plus, derrière les contraintes en fait, d'une API quand on fait du mobile sont un peu différentes des contraintes quand on fait une application web. Et l'API n'a pas forcément été bien designée pour une application mobile, ce qui a rendu parfois en fait, le métier, le code à générer pour côté applicatif, vraiment très difficile. Et je pense que c'est là aussi où il y a eu des problèmes. Et donc la dernière partie, sur une barrière qui s'est logiquement créée entre le produit et l'IT. À la fois parce que Xamarin était une solution qui avait été entièrement décidée côté technique, où le produit avait la sensation que c'était la technique qui devait l'idée un petit peu et que nous, notre création de produit était en fonction de l'outil technique que l'on possédait. Donc il y a quelques incompréhensions qui se sont installées. Après, juste un petit peu pour resituer, je suis arrivé en juin 2015, donc ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et les premières web apps BetClick avaient été lancées sur le marché et redesignées. Et en fait, les spécifications côté produit se résumaient à vous avez la web app, vous faites Aziz sur une app. Donc autant vous dire que côté projet, en tant que PO, ça devenait assez vite ingérable parce qu'il y avait un manque de spécifications. Il y avait une opposition constante entre c'est les specs, c'est pas les specs. Il y a un problème du X, oui, mais c'est pas dans les specs. Donc on arrivait sur une opposition constante avec les développeurs. Et à côté de ça, il y avait des nouvelles features. On était en retard sur le marché par rapport à la concurrence, donc on avait un scope qui était mouvement et des rythmes de release qui n'étaient jamais tenus. Donc en fait, ça a mené des rapports conflictuels entre les deux équipes. Et pour terminer, par exemple, on avait un rythme de release moyen qui était d'environ 6 mois. Les applications qu'on a lancées pour les pays internationaux, donc les pays qu'on appelle .com, on a fait un update avant l'Euro 2016 l'année dernière. Et depuis cette date, il n'y a jamais eu de release. Donc on a mis, en fait, il y a plus d'1 an qui se soit écoulé sans release supplémentaire de nos applications. Donc pour ce faire, il a fallu repenser le produit et le réinventer. Donc, où l'objectif était clairement la redéfinition d'un produit où on remettait l'utilisateur au centre de nos attentes et de l'importance de la documentation de par les complexités et des problématiques qu'on avait eues les mois précédents. Donc pour faire le produit, on avait 2 steps principaux, donc une partie analyse classique dans tout plan marketing, à la fois un benchmark, où là on faisait une analyse cross-channel de la concurrence pour voir où en étaient nos produits et nos offres par rapport à la concurrence sur le marché, avec l'émergence de marques comme Unibet et Winamax à cette époque. Donc là, en fait, on a fait une matrice avec un rating de chacun des concurrents, et on voyait que BetClick n'était pas forcément en retard en termes de produits et de services, mais qu'il y avait un retard en termes d'expérience, à la fois côté user et à la fois perception aussi du user sur le produit. Donc, on a enchaîné avec des entretiens d'utilisateurs. Donc là, les entretiens se sont faits sur la version donc, Xamarin, qui avait été sortie juste pour l'Euro 2016. Là, c'était des entretiens qui étaient filmés et où nous, produits, on était dans la salle, enfin pas directement dans la salle, mais on voyait les utilisateurs se servir de nos applications et on voyait qu'il y avait des problèmes, notamment en termes de parcours, des points de blocage, les problèmes qu'on connaissait en fait, mais qu'on n'avait jamais vraiment expérimenté avec de vrais utilisateurs auparavant et avant le lancement. Donc là, on s'est encore plus rendu compte des besoins qu'il y avait de rechanger tout ça. Ensuite, donc on est passé à la phase de conception, où là, par rapport à ces expériences qu'on a fait auprès d'utilisateurs, on a vu qu'il y avait un besoin de redéfinir toute l'arborescence de nos parcours d'utilisation, parce que notre but pour nous, c'est qu'il y ait des placements de paris. Et en étant tout à fait transparent et honnête, sur la version Xamarin, on avait envie qu'il y ait de l'analytics qui soit introduit dans ces applications, mais faute de temps, de discussion, du fait que la partie analytics n'était pas faite dans les équipes à Paris, on avait un analytics qui était ultra light, qui était seulement de la page view
sur l'application, donc aucunement exploitable en termes d'optimisation produit. Donc on a fait un petit peu au doigt mouillé et on a optimisé nos parcours de navigation suite principalement au retour d'utilisateurs. On a travaillé également sur une nouvelle charte, un peu plus d'actualité, avec du matériel, des CV cards, pour avoir quelque chose de plus structuré, de beaucoup plus lisible pour les utilisateurs. Et enfin, on a fait des petits ateliers de conception de wireframing, où là, pour être honnête, on n'avait pas encore des réflexes trop agiles, et c'était seulement l'équipe produit qui participait à ces séances, mais c'est quelque chose qu'on tend à améliorer, on en parlera plus tard avec l'introduction des équipes techniques. Donc en gros, voilà, vous avez un petit peu l'évolution de BetClick dans le temps. Donc tout à gauche, c'est l'image en 2016, donc la sortie de l'application, les premiers wireframing donc en fin d'année 2016, et ça c'est la version qui est sortie en MVP, on en reparlera aussi un peu plus tard, l'année dernière au mois d'avril. Voilà, donc maintenant on a des belles maquettes. Le problème c'est que sur Xamarin on n'était pas tout à fait capable de les sortir. Il fallait tout refaire, enfin, il y avait vraiment eu beaucoup de difficultés en termes de maintien du code source, beaucoup de pertes de connaissances. C'est un projet qui a été assez douloureux. Et du coup, il a fallu se lancer dans une phase d'analyse de pourquoi est-ce qu'il a été douloureux et comment éviter de reproduire la même erreur. Donc, j'ai commencé par essayer d'attaquer la documentation. Et bien sûr, alors qu'on est une boîte qui est quand même assez énorme, on n'avait quasiment aucune documentation. Que ce soit technique et ou produit. Je vous prends l'exemple, placer un pari sur BetClick n'était pas documenté techniquement ni au niveau du produit. Donc ça m'a pris plusieurs semaines, voire mois, pour réussir à avoir quelque chose sur papier qui soit lisible et implémentable. On a eu aussi beaucoup de pertes de connaissances dû au turnover dans la société, donc je pense que ça c'est quelque chose qui est assez naturel. Les développeurs vivent, les gens changent de carrière, et du coup il y avait eu vraiment ce phénomène chez BetClick, et avec ce manque de documentation, on a eu énormément de pertes de connaissances, et donc il a fallu faire beaucoup de rétro-engineering, aller chercher dans le code, discuter avec les gens, et je leur remercie encore pour tout le temps que j'ai passé avec eux. Il a fallu vraiment discuter avec les gens pour réécrire à partir d'une feuille blanche qu'est-ce que c'est que notre produit et comment il marche. Donc en plus, pour ceux qui ne connaissent pas BetClick ni le métier, on est quand même une application qui est très complexe, donc on a quand même des très forts volumes. On est sur du temps réel, on a besoin d'avoir de la donnée qui est à jour. On a du jeu d'argent, donc c'est quand même de l'argent d'utilisateur, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de planter, on n'a pas le droit d'afficher des fausses informations parce que ça peut nous coûter énormément d'argent. Donc faire très très attention à toute cette partie sécurité de l'application, mais aussi la réglementation. Donc BetClick est implanté en France, on est le leader français, mais on est aussi dans d'autres pays. Et chaque pays a ses règles. Et par exemple, donc on a à peu près 5 règles différentes, et dans l'application, ces règles doivent être implémentées, sachant qu'on a à peu près le même code source. Donc c'est-à-dire qu'on a du code source qui est à un endroit, mais qui doit avoir un comportement différent dans tous les pays. Donc ça amène une vraie complexité sur l'architecture. Donc on a, donc, ce que je disais, pour un code, 4 applications et 11 locales. Donc on a aussi les langues qui sont différentes et qui imposent énormément de problèmes en termes d'interface. C'est-à-dire qu'en anglais et en suédois, on ne va pas du tout avoir la même problématique au niveau de l'affichage. Donc les règles métiers qui changent, donc comme je l'expliquais, par exemple au login en France, on a besoin de la date de naissance, règle du législateur. Au Portugal, par exemple, il n'y a pas besoin. Donc on va avoir des interfaces qui sont vraiment différentes. On avait aussi comme difficulté le découplage entre les équipes mobiles et les équipes back-end. Vous avez besoin d'une évolution sur l'API. De la demande à l'arrivée en prod, il y avait 6 semaines. Donc pour commencer à développer une fonctionnalité, il fallait en moyenne attendre au moins 3-4 semaines qu'elle soit sur un environnement de recette. Donc ça introduit des délais énormes dans le développement mobile. Et donc, comme j'expliquais, le régulateur a son mot à dire sur les sorties d'applications en France. Donc, on doit valider le code source par des audits de sécurité avant d'avoir le droit d'aller sur le marché. Donc, on a des contraintes assez fortes en termes de sécurité. Donc là, il fallait trouver des gens très motivés pour commencer le projet parce que, je veux dire, c'était un projet qui appelait à être assez complexe. Il y a des gens en interne qui étaient très intéressés pour se reconvertir vers le mobile. Donc on a récupéré 3 personnes qui ont été formées pendant des mois avant d'attaquer le projet. Et du coup, ici, on a eu des entretiens en interne pour être sûr que les gens étaient vraiment motivés parce qu'on savait que ça allait être un projet qui allait être difficile.
Je voulais aussi parler du marché du mobile. Alors je ne sais pas si, j'imagine que si vous êtes là, la mobilité vous intéresse. J'imagine que vous êtes aussi au courant que le marché du mobile est un marché très compliqué. Recruter des développeurs iOS et Android, c'est une tâche assez difficile. Sur des applications complexes où on veut industrialiser les choses, on va avoir une architecture bien pensée, on va avoir des tests unitaires, on va avoir une intégration continue. C'est des choses que les développeurs ne connaissent pas forcément. Et dans le mobile, on y arrive. On arrive, je pense, à un niveau de qualité de code qui se rapproche du back-end. Mais en termes de mobile, aujourd'hui, c'est quand même très rare de trouver des développeurs qui ont toutes ces compétences-là. En plus de ça, il y a beaucoup de concurrence, surtout sur Paris. Donc, c'était un vrai défi. Donc, en plus, un impératif qui n'est pas très agile. On avait 6 mois pour sortir l'application. Voilà, donc on avait une date. On devait sortir avant le début de la Ligue 1. On est en début d'année 2017 et c'est chaud. Donc on a fait appel à des prestataires qui nous ont beaucoup aidés à bootstrapper le projet. Donc ça a été vraiment très utile. Donc des personnes qui sont arrivées en quelques semaines, ils nous ont aidés à mettre en place les fondations. En parallèle, on construisait les équipes et on a vraiment eu cette itération dans l'équipe, dans le code source, dans l'architecture, où on a construit au fur et à mesure tout le projet. Donc Mathieu va vous raconter une petite recette. Oui, donc étant donné qu'il est bientôt l'heure de manger, je me suis dit que ce serait intéressant de présenter un petit peu la réalisation, de le prendre un peu comme une recette de cuisine. Donc tout d'abord, voilà, le contexte, c'est que le plat, c'est une application compliquée, avec tous les impératifs d'une application mobile, c'est-à-dire durable, stable, fonctionnelle, etc. Donc là, on a fait le recrutement, on est une équipe de 7 environ par plateforme, donc c'est quand même une grosse équipe pour une application mobile. Donc premièrement, il faut s'équiper. Donc du coup, les ustensiles nécessaires. Donc travailler vraiment avec les bons outils. Donc actuellement, au niveau notamment pour la communication et pour l'organisation du projet, il y a plusieurs types de produits. Donc il y a des produits qui permettent vraiment d'échanger entre le produit et les développeurs, comme Jira, comme PhraseApp pour tout ce qui est gestion des traductions. Il y a Zeppelin pour tout ce qui est partie UI, des maquettes. Et ensuite Confluence pour tout ce qui est doc, donc fonctionnel, technique. Ensuite, chez BetClick, à savoir, c'est que vu qu'on est une société quand même assez importante, il y a un process de QA, donc de Quality Assurance, qui est quand même assez fort, et donc il fallait aussi s'intégrer dans ce process-là. Donc par rapport à cela, en fait, il y a l'utilisation de GitHub, donc ça c'est pour, je pense que tout le monde connaît, donc c'est pour gérer le code. Il y a Bitrise qui est l'outil d'intégration continue, et il y a aussi Fabric qui permettait justement de pouvoir délivrer des builds de manière très facile à nos QA pour qu'ensuite ils aient plus qu'à télécharger les builds et tester les fonctionnalités qui étaient développées. Et ensuite, communication étant importante, on utilisait Slack pour soit communiquer entre nous ou même être informé de différentes notifications. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Ensuite, les ingrédients. Donc, côté code, comment avoir une application réussie et vraiment intéressante. Donc, il y a eu 3 points. Donc, le premier, ça a vraiment été des choix des architectures. Donc, on a mis en place une architecture en MVVM et j'ai mis /clean architecture. C'était plus en fait dans le principe de découper un petit peu les responsabilités, single responsibility, et du coup d'avoir quand même des classes métiers, des managers qui restent simples et qui ne soient pas trop complexes. Ensuite, pour gérer la problématique de temps réel et possiblement pour une évolution où en fait là actuellement c'est du polling mais ça pourrait être vraiment du temps réel, on a mis en place le reactive programming, donc Eric Swift, Eric Java pour iOS, Android. Enfin, je pense qu'il est indispensable à l'heure actuelle pour toute application mobile digne de ce nom, c'est mettre des tests unitaires et des tests fonctionnels de non-régression pour s'assurer vraiment qu'on continue à itérer, à réaliser nos features sans forcément casser d'autres pages à côté. Donc ensuite, partie technique, c'est-à-dire on a nos ustensiles, nos ingrédients, comment on fait. Bon, déjà, le premier point, c'était au niveau organisationnel, au niveau agile. Donc on a fait du Scrum. Après, du Scrum un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a un peu adapté nos différentes colonnes. Donc il y a bien sûr la partie développement, il y avait une partie validation produit UX dans un premier temps, qui en général était fait en paire, c'est-à-dire Pierre vient à côté d'un développeur, donc vient à côté de moi,
il teste la fonctionnalité, il me fait les retours et je continue. Ensuite, là, au niveau du process, on ouvre une pull request, c'est-à-dire voilà, on a terminé, ce qui produit un build, et du coup, il y a une validation QA qui est effectuée par la suite. Si le QA nous fait des retours, du coup, là, on reprend le code, on fait les modifications nécessaires, et ensuite, une fois que c'est validé, il y a la code review, et comme ça permet entre nous et développeurs déjà de partager les connaissances du code, et aussi de s'assurer qu'on respecte bien les pratiques mises en place dans l'équipe, et au moins on a une bonne qualité de code. À cela, on peut rajouter aussi qu'il y a d'autres outils de qualité de code qui sont utilisés. Autre point, c'est se remettre sans cesse en question. C'est difficile à dire et souvent ça peut être douloureux, mais il ne faut pas hésiter à changer d'outil ou changer de technique si on trouve que ça ne fonctionne pas. Un exemple que je vais vous présenter, en fait, c'est l'exemple pour tout ce qui était gestion du projet et gestion du code. On utilisait un outil Microsoft qui était déjà en place chez Betclic, qui s'appelle TFS. À cela, en fait, on est parti sur GitLab, parce que TFS ne s'intégrait pas bien avec notre intégration continue, avec Bitrise. Donc on est parti sur GitLab. Sur GitLab, ça répondait à pas mal de nos problèmes, mais pas entièrement, notamment au niveau de la gestion de projet, où la gestion de projet était assez rudimentaire. Et aussi, on a rencontré quelques problèmes de disponibilité sur la version hostée de GitLab. Donc ensuite, vraiment, on a décidé d'opter pour le combo Jira GitHub. Donc, à savoir que TFS, c'était, moi quand je suis arrivé, c'était en mars. TFS, c'était en mars. GitLab, c'était en fin mai, début juin. Et on est passé sur le combo GitHub Jira début septembre. Donc voilà, on n'a pas hésité à se remettre en question. Et il y a d'autres choix qui ont été effectués, un peu notamment soit de la CI par exemple. On est passé d'un Jenkins à un Bitrise. Donc, à cela, en fait, on a adopté aussi, donc il y avait une organisation entre le produit, entre toutes les équipes, il y a une organisation entre développeurs, donc on a utilisé le Gitflow, afin de permettre de livrer fréquemment, de ne pas bloquer en fait le cycle de release au niveau des itérations. Et enfin, ce que je vais rajouter, c'est vraiment, je le dis depuis le début, mais c'est communiquer, échanger. Que ce soit avec le produit, on nous demande de faire une feature, peut-être il y a un point UX qui n'a pas été pensé, c'est compliqué, donc vraiment tout le temps communiquer pour essayer en fait de trouver la meilleure solution, la solution qui convienne à tout le monde. Il y a aussi des points d'architecture, il y a aussi aller communiquer avec les personnes qui réalisent l'API, parce que des fois on n'a pas, c'est difficile de connaître le produit, de connaître vraiment tout l'aspect technique. Donc voilà, il y a vraiment besoin de communiquer sans cesse entre nous. Enfin, tout ce qui est cuisson, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit une app, etc. Et qu'on rend l'application disponible à tous. Donc déjà, j'en ai parlé, c'était l'intégration continue. Donc s'assurer en fait d'avoir une usine logicielle qui permet de builder, d'effectuer nos tests. Donc tests automatisés qui peuvent être lancés tous les jours afin de vérifier vraiment que ce qu'on fait, ça reste bon, il y a une qualité qui est là via la mise en place d'un SonarQube. Les tests continuent à passer, etc. Déploiement auto, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment lié via des webhooks tout notre processus de dev avec le processus vraiment commun. C'est-à-dire que quand on ouvre une pull request, il y a un build qui est directement généré pour le QA. Comme ça, on sait en fait derrière que le QA il reçoit le build automatiquement, il est notifié. La même chose est effectuée par exemple quand la branche est mergée. Quand on merge la branche, on fait un build de prod, ce qui permet ensuite après, notamment au produit, de tester vraiment régulièrement l'appli vraiment dans les conditions les plus proches de celles qui sera de l'appli sur le store. Et ensuite, la merge master qui permet de déployer sur le store, sur le canal alpha. J'ai parlé des webhooks, donc tout ça permet de vraiment interconnecter les outils entre eux, aussi pour nous informer sur Slack que notre PR a eu des commentaires ou des choses comme ça. Et à cela, il faut quand même rajouter des outils d'analytics, mais analytics plus côté développeur, comme Crashlytics, qui permet de nous remonter les crashs et donc d'être au courant et d'avoir plus d'informations pour corriger vraiment les éventuelles erreurs. Du coup, je passe la parole à Pierre, qui, par rapport à ça... Oui, parce qu'après la cuisson, il y a la livraison au client, forcément. Et entre parenthèses, un outil comme Localytics, c'est bien pour les crash-free, pour l'équipe technique, mais aussi très important pour le produit final. Donc là, les premiers retours aux utilisateurs,
En fait, on en a fait une stratégie un petit peu plus clé parce que l'utilisateur avait été délaissé dans le passé par BetClick. En fait, on lui donnait une application, on lui disait « vas-y, maintenant tu peux t'en servir » sans forcément avoir pris en compte ses retours. Donc là, les développements ont commencé donc, en janvier 2017. Et avec l'aide de l'équipe iOS, on a eu une version testable, utilisable et très quali en 4 mois. Suite à ces 4 mois, donc en fait on s'est juste concentré sur le marché français dans un premier temps. À la suite de ces 4 mois, on a voulu faire des focus group avec des utilisateurs BetClick. Donc il y a certains d'entre eux étaient les mêmes utilisateurs qui avaient déjà fait l'expérience 1 an auparavant avec Xamarin. Donc on a repris des mêmes scénarios de test en leur disant allez chercher la cote de Paris qui gagne la Ligue des Champions, même si je ne suis pas sûr que ça arrive. Et donc ça, en fait, on a vu par l'analyse et par rapport au temps de réaction à la fois de l'app et de compréhension de l'application, des temps pour aller chercher l'information réduits par 2. Donc là, d'un point de vue produit, c'est clairement une réassurance. Après, j'insiste sur le côté informel du groupe utilisateur, où en fait les utilisateurs étaient accueillis pendant un match, un soir, dans un endroit avec une télé, où on était avec eux, on pouvait discuter, échanger. Donc c'était plutôt quali de faire ce focus group de manière informelle. Et qui est aussi corrobore avec la cible de BetClick, un peu plus jeune et dynamique. La deuxième partie, en fait, c'était cette gestion retour d'utilisateurs, parce que voilà, on leur a proposé un produit qui ne les satisfaisait pas pleinement, d'où l'intérêt de ces échanges. Et en fait, il a fallu donc gérer tous ces retours, les respécifier, les réintégrer dans un backlog, les reprioriser, enfin la même dynamique agile et le même cycle de vie du produit, enfin de création du produit qu'on avait réalisé les 4 mois précédents. Donc il y avait aussi des bugs fixes, des petits retours UI, des petits retours divers et variés qu'on a dû réintroduire. On avait 5 sprints pour réintroduire tout ça parce qu'on voulait impérativement passer par une version bêta à plus grande échelle, dont on parlera juste après. Et donc il nous apparaissait important de prendre en compte ces retours justement pour la satisfaction client. Et également l'intérêt d'un focus group, ça c'est la dernière partie, c'est sur le fait que c'est très important pour prendre en compte et imaginer des produits potentiels futurs qu'on a peut-être déjà imaginés ou pas encore imaginés. Donc des produits qu'on a imaginés, ça se trouve, ne peuvent avoir aucune valeur et qu'il vaut plutôt mieux arrêter tout de suite et arrêter de perdre du temps à l'imaginer, à le créer et passer à d'autres produits qui ont été remontés durant ces focus group. Donc là, petit exemple, donc là à gauche c'est la version qui était avant et à droite c'est la version après. Donc en fait tout se joue dans la tab bar. Il y avait un problème de compréhension sur une page avec une double entrée et une double navigation sous le header. Et donc les utilisateurs n'étaient pas très fans de ce mode de fonctionnement, et donc on est repassé en les écoutant à une simple tab bar avec 5 entrées au final. Et donc ça a été plutôt bien perçu le jour de la sortie. Donc suite à ce focus group, on a voulu faire le choix de la bêta, donc qui est considéré pour nous un vrai facteur réassurance. C'était la première fois qu'on en faisait. Et il y avait une vraie volonté de se tester à plus grande échelle, à la fois par la volumétrie, parce qu'on avait ciblé 1000 users qu'on avait recrutés via notre service client avec un petit bonus d'un pari gratuit. C'est vrai que faire du pari, ça aide à ce moment-là. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu plus de data sur ce que Mathieu expliquait tout à l'heure avec Crashlytics, où pour une première version, on avait un taux de crash free qui atteignait quand même 99,5% de crash free session. Donc ce qui était plutôt une belle performance. On avait un taux de crash free user qui était environ 90%. Et ça, justement, on avait 1 mois pour corriger tous ces petits problèmes avant la reprise du championnat. Donc la bêta aussi, c'est la possibilité d'améliorer le produit sans impacter les reviews. Par là, on voit la possibilité de tester une nouvelle fonctionnalité, de faire potentiellement un petit A/B test, et justement de voir si le produit est tout à fait stable, parce que dans notre économie mobile, on sait très bien l'importance du rating sur la perception client et sur les downloads que ça peut avoir. Et la dernière partie, c'est tester, se tromper, retester, se retromper. Donc ça, entre parenthèses, c'est plus là où on veut aller.
Aujourd'hui, on n'y est pas forcément parce qu'on a dû rebâtir tous les produits mobiles de zéro. Mais demain, c'est l'orientation qu'on veut donner à BetClick sur le fait de faire des mini-features, des mini-releases de plus en plus fréquentes pour justement se confronter aux utilisateurs et avoir un retour d'expérience le plus rapide possible. Donc en fait, l'objectif était de sortir donc, avant la reprise du championnat de France, événement qui était très important pour nous, qui était le 3 août, et on a eu la validation d'Apple le 3 août. Donc on a eu un peu de chance, donc on était vraiment là au bon moment et on a été en prod au moment où on voulait. Donc en haut, je vous mets un petit historique, c'est la note que BetClick avait avec Xamarin. Donc on avait peu de reviews, une note d'1,5. Donc autant vous dire, quand vous êtes utilisateur, vous arrivez sur le store, la réassurance produit, elle est assez faible. Aujourd'hui, on a sorti cette application, on a 4,5 sur le store, plus de 8400 notes. Donc en l'espace de 3 mois, on peut se dire que le premier retour au produit et retour utilisateur est plutôt positif. Après, il y a les... Voilà, ça c'est... on a testé... parce que sur Android aussi, on a fait un programme bêta qui a été beaucoup plus en amont de phase. Parce que, juste pour la petite anecdote, en fait, les applications de paris sportifs étaient interdites sur les stores parce que Google les interdit tout simplement. Et en fait, on a eu l'autorisation en juillet d'avoir une application sur le store pour août. Donc Android, les développements avaient commencé en avril. Donc on a accéléré le rythme des développements en réduisant encore plus les scopes pour avoir vraiment une vision MVP. Et on est sorti en version alpha en septembre. On a fait une bêta à partir d'octobre. On est au deuxième round de la bêta. Là, on va certainement faire un 3e round pour avoir une version en prod avant les fêtes de fin d'année. Et après, donc là, d'un point de vue business, clairement, il y a un vrai retour sur investissement. Bon, vous n'aurez pas de chiffres exacts, mais vous aurez juste une progression. Donc ça, c'est des chiffres par rapport à la période août-septembre 2017 versus août-septembre 2016. Donc là, on voit en termes de download, d'inscription et de chiffre d'affaires, il y a vraiment un intérêt à avoir une application qui répond aux attentes de ses utilisateurs. Bon, certes, le chiffre d'affaires commençait à vraiment shifter sur le mobile, mais ça n'explique pas tout, sachant que pendant cette période, en termes de download et d'inscription, on était sur des budgets acquisition quasi équivalents. Donc clairement, là, c'est pour témoigner du fait qu'une qualité de produit, même sans acquisition supplémentaire, peut obtenir et engendrer des résultats ultra qualitatifs pour les KPI business. Donc je vais laisser la parole à Camille et lui poser une question. Mais est-ce que refondre une application from scratch est vraiment un pari gagnant? Mais oui, Pierre. On est obligé de le faire, désolé. Du coup, on revient rapidement sur le succès. Voilà, ça a été vraiment super de repartir sur un projet un peu start-up. Voilà, on démarre une start-up à l'intérieur d'une grosse boîte, c'est super. Le problème, c'est qu'il faut réussir derrière à rendre ça périn dans le temps, avoir quelque chose qui dure et pas juste un projet et un code qu'on jette à la poubelle à la fin du projet. Donc, quelque chose qui a été essentiel, je pense, pour la réussite de ce projet, et je pense que ça rejoint vraiment les présentations qu'on a vues ce matin, c'est la remise en question. Je pense que c'est dans les caractères des gens et quelque chose qu'on doit enseigner et apprendre, c'est savoir se remettre en question, savoir changer d'outil, savoir accepter qu'on s'est trompé. Je pense que c'est vraiment le point le plus important dans cette aventure-là. Le combo IT plus produit, clairement, je pense que c'est ce qui fait le succès des startups, je pense, aujourd'hui, et ce qui est un gros frein dans les grosses entreprises, c'est que le produit aujourd'hui est hiérarchiquement beaucoup plus élevé que les équipes informatiques, ce qui crée une barrière énorme et empêche voilà, la collaboration dans de bons termes et dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas s'il y a des PDG dans la salle, mais je tiens à remercier le nôtre qui nous a donné tous les moyens de réussir ce projet. Et clairement, je pense que sur ce genre de transformation, il faut le soutien des directeurs, de toute la direction, pour réussir à faire un mouvement aussi important dans une société aussi importante. Alors, bien sûr, c'est ce que j'expliquais, la dette technique, on a été très vite, on le sait. On a fait attention pourtant à avoir une architecture qui était quand même très propre, mais malgré ça, développer une application en 4 mois, on sait très bien que ce n'est pas une bonne idée.
Donc il y avait des contraintes business, donc ils nous ont obligés à le faire, mais ce qui était intéressant, c'est que on était conscient de ça et on l'a pris en compte dans la backlog en fait qui a suivi les premières mises en prod. Donc aujourd'hui en fait on travaille sur toute cette data technique et on est à quelques mois de l'avoir supprimé totalement. Et ce qui était important, c'était d'avoir réussi à sortir le produit pour l'utilisateur et au final le fait qu'il y ait de la technique, l'utilisateur lui s'en fiche. Et je complète pour la doc, effectivement la doc technique c'était pareil, on a commencé une première version de documentation qui était la documentation minimum, mais en fait le fait d'avoir fait le développement un mois en avance sur iOS et Android qui a suivi, ça a permis de compléter la documentation et de faire une itération sur la documentation, et aujourd'hui on est proche d'avoir une documentation complète, donc ce qui est quand même un exploit en un an, sachant qu'on partait de rien. Et bien sûr, une super ambiance, des profils qui se sont investis, une aventure, je pense, qui était vraiment excitante. Et je pense que ça joue bien sûr dans un projet. Les gens ont envie de se lancer dans quelque chose où il y a un objectif. On a vraiment envie de s'investir sur un projet et où les retours ont été vraiment immédiats et très forts. Et ça, c'était vraiment un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je fais une petite parenthèse, on recrute à Bordeaux. Voilà, c'est dit. Donc si vous avez des questions, on est là. Oui. Bonjour, bon talk. C'était vraiment intéressant. En fait, j'ai une question par rapport à la troisième étape de la recette. Je les retrouve. J'ai vu qu'en fait, vous faites les codes review après les retours, la validation QI. Enfin, je suppose que vous attendiez à cette question. Est-ce que du coup, c'est pas un peu bizarre dans le sens où, en fait, potentiellement, vous avez des retours en fait de vos collègues, vous refaites en fait, vous mettez à jour en fait votre code et donc réparti pour tous les tests. Alors ouais, donc c'était un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Donc on s'est posé la question même entre nous. Donc c'est pour ça on s'attendait un peu à ce qu'il y ait cette question de poser. En fait, on a quand même remarqué qu'à terme, quand on nous fait des retours sur une fonctionnalité, que ce soit au niveau produit, au niveau QA, au niveau UX, c'est souvent impactant. Il y a souvent beaucoup de changements. Voilà, ça demande quand même des retours beaucoup plus longs. Là où en fait des fois ça va juste être sur du code style. Qu'on n'est pas bien nommé, qu'on aurait peut-être pu mettre une méthode là, parce que en fait c'est plus sur du refactoring ou voilà, de l'agencement du code que vraiment sur de l'algo. L'algo change pas. Donc il y avait, dans ce sens-là, en fait, on se disait qu'il y avait moins de chances qu'il y ait des régressions après une code review et une validation par les développeurs et des changements effectués, que si la code review était faite avant, parce que là derrière on fait la code review, donc on considère que le code est bon, et en fait derrière on nous dit bah non, en fait la feature c'est pas ça, faut rajouter ça, faut changer le polling, faut faire des trucs, faut modifier l'algorithmie, et en fait derrière ça réoblige en fait à relire, parce que là du coup les changements sont impactants. Et juste après, bon, c'est pas forcément au produit à répondre à la question, mais l'avantage aussi de faire ça en fin de cycle, on va dire d'un release d'une feature, c'est que comme Mathieu l'a expliqué, c'est surtout des notions de refacto ou des choses comme ça où on va optimiser le code. Et après, côté produit, nous c'est des choses qu'on prend de plus en plus en considération et qu'on intègre au backlog quasi chaque sprint où il y a une dead technique qui permet d'être identifiée au moment de ces peer reviews et qu'on va prioriser d'ici 1, 2, 3 sprints pour optimiser le code et avoir une plus grande stabilité dans le futur. Alors du coup, juste pour compléter un petit peu ce que Mathieu disait, en fait, on fait toujours un petit point d'architecture sur chaque US. Donc en fait, tout le monde sait globalement où il doit aller. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque d'avoir une peer review qui part en cacahuète. Et aussi, s'il y a vraiment un gros problème, ça repart en développement. Du coup, ça repart en test en fait. Si vraiment il y a un gros problème. Oui, puis les smoke tests, les tests automatisés. Du coup, s'il y a un vrai problème, on le voit assez vite en fait. En fait, plutôt que d'avoir des retours dans la peer review, en fait, l'idée c'est plutôt de partager en fait comment on va le faire, plutôt que de le faire après en fait, parce que c'est trop tard. Une fois que c'est développé, le temps est perdu en fait. Mieux vaut passer un quart d'heure à discuter que de passer 3 jours à refaire. Bonjour. Bonjour.
Donc on a bien vu le passage à une nouvelle UX, une nouvelle UI, l'ajout de matériel design, etc. Mais vous n'avez pas vraiment expliqué pourquoi l'abandon de Xamarin. Parce qu'a priori, en Xamarin, on peut aussi faire du matériel design. Donc quels ont été les principaux obstacles pour continuer à utiliser ça Alors, effectivement, j'ai expliqué vaguement, c'est vrai que je n'ai pas répondu à 100% à la question, alors je ne voulais pas trop m'étaler sur ce sujet. Alors c'est vrai que c'est intéressant, alors du coup je vais compléter le sujet. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'au final, le code source était grosso modo à refaire. En fait, il y avait, comme tu l'expliquais, il y avait 5-6 équipes qui avaient bossé sur un code source, qui n'avaient pas eu de lead technique, donc c'était une architecture qui était, sur certains endroits peut-être bien faite, mais sur d'autres endroits c'était vraiment la cata. Globalement, c'était une archi l'archi qui avait été choisie était très compliquée et du coup très difficile à maintenir. En fait, il y avait un coût, par exemple, pour intégrer les analytics, je crois que c'était 60 jours, quelque chose comme ça. Donc en fait, faire un refacto dans ce cadre où mettre des analytics, ça prenait 60 jours, c'est pas possible. Il fallait mieux repartir from scratch. Et je pense que l'expérience l'a prouvé. Il fallait mieux des développeurs qui connaissaient bien le métier sur iOS plutôt que d'essayer de refaire un projet qui était trop englué en fait. Mais je pense qu'effectivement on aurait pu décider de repartir en Xamarin. Pourquoi pas, effectivement, maintenant que la technologie était plus mature, mais au final les gens qui étaient sur Xamarin étaient plus ou moins partis, le projet était un échec, ça a été très douloureux, donc c'est pour ça qu'en fait c'était plus facile de trouver des développeurs sur iOS, sur Android, donc ça explique tout ce contexte et ça s'explique aussi. Donc c'est plus orga que technique pure. Oui, parce qu'aujourd'hui avec Xamarin on pourrait faire un équivalent. Alors à quelques delta près, pour moi je suis vraiment pro-natif parce qu'il y a vraiment des différences en termes de la proximité à l'OS, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, l'environnement qui est bien plus sain et proche voilà, du constructeur, et généralement ça a des vrais avantages. Et simplement d'un point de vue produit aussi, Xamarin, faut dire que là, Xamarin, on a mis plus d'1 an et demi à sortir. Donc si on commençait à prendre en compte des retours utilisateurs, ça veut dire repartir quasiment from scratch dans Xamarin, redesigner aussi des API mobiles. Et côté produit, on se disait, si on met encore 1 an et demi à sortir une application, Betkill va couler. Donc clairement, dans le choix, c'était clairement du natif, où on savait que les délais allaient être forcément plus courts, même si tout n'était pas parfait côté back-end. Parce qu'effectivement, il faut quand même préciser qu'il y a un gros désavantage à partir du natif, c'est qu'il faut le faire 2 fois. Enfin, en vrai, c'est pas 2 fois, mais 1 fois et demie. Mais c'est vrai qu'il y a un gros désavantage dans le fait de splitter les codes. C'est vrai. Il n'y avait pas de boîte qui pouvait vous aider à repartir from scratch avec Xamarin? Il y a eu changement de direction aussi, donc forcément, il y a eu toute une émulsion en fait sur des nouveaux projets, sur le fait d'aller en avant. Émulation, pardon. Émulation. Bonjour. J'avais 2 questions. La première, c'était est-ce que vous avez eu à faire évoluer l'application Xamarin en même temps? Et du coup, comment est-ce que vous avez fait cohabiter les 2 projets ou pas? Et ma deuxième question, c'est quelle était votre stratégie de déploiement pour la nouvelle version avec l'existant? Tu veux répondre? Alors globalement, l'application Xamarin elle a très peu évolué en fait pendant cette phase parce que j'expliquais en fait le code était grosso modo frisé en fait. On avait des personnes qui étaient capables de faire des petites évolutions, mais chaque mini modification entraînait des régressions en fait dans tous les sens. On avait un vrai problème d'architecture, je pense, dans le code, qui faisait que les évolutions fonctionnelles étaient très difficiles à faire. Donc c'était juste de la maintenance minimum quoi. C'était les mêmes personnes qui faisaient les 2 versions ou pas du tout? Non, globalement c'était pas la même personne. Non. Les changements d'OS aussi. Et c'est vrai que pendant les changements d'OS, voilà, il y a eu des mises à jour, mais c'était vraiment plus le maintien de l'application en vie plutôt que d'évolution. Et la deuxième question, c'était stratégie de déploiement. La stratégie de déploiement. Donc là, c'est plus par rapport au fait comment on va remplacer l'application Xamarin sur le marché. Alors du coup, effectivement, on a partiellement répondu à la question avec la bêta. Donc c'était effectivement parce qu'on a du coup un parc qui est assez large et on voulait pas prendre le risque de faire couler Betclic parce qu'on a fait une erreur et qu'on a un crash au lancement. Donc effectivement, ça a été l'approche bêta et de déploiement progressif pour pas prendre le risque voilà, de déployer une application qui est en fait pas assez qualitative par rapport à ce qu'on attend. Donc ça a été effectivement beaucoup de tests quand même avant la première sortie et ça a suffi en fait, j'ai envie de dire. Et après, en termes de migration des anciens utilisateurs Xamarin qui sont passés sur la nouvelle application iPhone, parce que pour l'instant, vraie application sur le store, il n'y a que iOS qui est en production. L'adoption classique d'iOS, aujourd'hui, on a quasiment plus de 99,5% des anciens utilisateurs Betclic de Xamarin qui sont sur la nouvelle version iOS. Donc là, c'est quasi transparent pour eux. Pour Android, on a la chance maintenant d'être disponible sur le store. Donc là, on va avoir une migration beaucoup plus qualitative qu'auparavant.
Sur les versions Xamarin, on avait un système embarqué qui permettait de forcer des upgrades, d'avoir des updates recommandés, où le user devait aller télécharger un APK, autoriser le fichier source externe à être téléchargé. Et clairement, pour lui, en fait, on a un modèle qui représente pas du tout un marché qui représente pas du tout la répartition des OS sur le marché. Pour aujourd'hui, on a la plupart des utilisateurs qui sont sur iOS plutôt que Android, ce qui est assez rare en France. Oui, bien sûr, en France, ce qui est assez rare par rapport à d'autres économies. Et la présence du store va solutionner ce problème. Pourquoi pas un React Native? Alors, pourquoi React Native? Pourquoi pas? Après, je pense que déjà c'était compliqué. Enfin, en fait, c'était un peu le même principe que pourquoi pas Xamarin, comme ça a été posé. Tout simplement parce que souvent, en fait, des React Native, à l'heure actuelle, c'est quand même une technologie très récente. Mature, on ne sait pas. En fait, à part Facebook, il n'y a pas de gros... il commence à en avoir, mais il n'y a pas vraiment de grosses boîtes qui ont pris ce choix-là. On aurait pu faire du React Native, mais je pense que d'un point de vue performance, là, il faut quand même du temps réel. C'est des listes avec des cartes très complètes, très complexes, je veux dire, et avec beaucoup d'informations, et mettre à jour en temps réel, notifier que juste sur une carte, il y a 3 cotes, il faut notifier que j'ai juste une cote qui a augmenté, qui a baissé, qui a été sélectionnée, etc. Enfin, d'un point de vue complexité, en fait, des écrans, de la régulation aussi, parce que tout l'override pour dire que sur le Portugal on va pas afficher la date de naissance, sur la France on va demander une date de naissance, etc. Je pense qu'actuellement le natif était mieux armé pour gérer ces problématiques. Je sais pas, moi j'ai été recruté pour du natif Android. Vu l'expérience du cross-platform, très sincèrement pas trop. Mais on en a parlé quand même. La dernière question associée, c'était est-ce que vous pourriez, ou est-ce que peut-être vous l'avez déjà fait, faire un médium de retour d'expérience sur ces choses-là pour la communauté, justement, de pourquoi vous êtes parti sur Xamarin? Là, c'est une question. Oui, pourquoi l'open source, pourquoi le cross-platform a un vrai intérêt quand même dans le monde mobile? Ou pas d'ailleurs, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Compléter un peu plus comme la question du monsieur. Ok, pas de souci, on le fera. Ok, c'est noté. Bonjour et merci pour la présentation. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes, les domaines, process, outils où vous voulez vous améliorer? Alors, donc on a été vite, on a créé une grosse équipe. On s'est rendu compte que 7 développeurs mobiles, c'est beaucoup. C'est des équipes qui sont très difficiles à faire vivre, parce que mine de rien, il faut quand même beaucoup de fonctionnalités pour faire vivre une équipe de 7 personnes. Et je pense qu'en termes d'organisation, on n'était pas armé en équipe produit pour faire face à cette demande. Donc là, on est vraiment en réflexion. Donc on arrive sur une approche où on veut faire des updates très régulières. Donc rajouter des petites fonctionnalités, les faire évoluer, les analyser et vraiment aller dans le sens de l'utilisateur et de voir ce que l'utilisateur aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui, donc d'avoir vraiment déjà recentrer le code pour être plus qualitatif, mais aussi recentrer le produit pour être beaucoup plus proche en termes de livraison. Donc aujourd'hui, là, je parle de iOS parce qu'Android, on arrive sur la première livraison en production et on a techniquement toutes les déclinaisons internationales à faire encore. Donc on est encore sur la phase de reconstruction côté Android, et côté iOS, en fait, on arrive depuis quelques semaines sur une version en fait, on va commencer à pouvoir faire les évolutions, être dans l'analyse des analytics, l'analyse de l'utilisateur, refaire venir les utilisateurs pour les faire réinteragir avec cette nouvelle version. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, peut-être que Pierre... Non, après clairement il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais c'est vraiment à la fois un modèle d'organisation qu'on veut adapter. Parce que comme Camille le disait, 7 personnes, 7 développeurs dans chacune des 2 équipes. Nous, côté produit, c'est un petit peu compliqué. À la fois pour alimenter, pour toujours motiver aussi les équipes par rapport aux projets qui leur sont proposés. Et là, on veut plus partir sur un mode d'organisation où on est vraiment sur des équipes de 3-4 personnes, à la fois pour tester éventuellement de nouveaux concepts. Même si, aussi petite parenthèse, en France sur le pari sportif c'est très dur de tester,
parce que toute innovation doit être soumise à l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux. Donc on ne peut pas lancer de feature sans que l'ARGEL ait donné son accord. Donc là aussi, on est un petit peu pieds et mains liés. Mais vraiment, le modèle, c'est petites équipes, nouvelles features rapidement développées, mises en place en bêta ou sur un focus utilisateur, et ensuite analyse, release sur le marché ou non. Donc le test fast, fail fast, digne et cher à Spotify. Merci de votre attention. Bonne journée.